Vous avez un rapport que j'ai ici, un rapport du préfet qui date du 8 novembre 2024. C'est le rapport de CISIN sur la base duquel l'établissement Al-Kindi a été privé de ses contrats. Et en fait, il détaille ce qu'il y a dans la bibliothèque et la nature des livres qui sont là. Et ce sont des livres qui préconisent dans sa totalité ce que prévoit la charia. Donc évidemment, il y a toute une partie de la charia qui tombe sous le coup de la loi en France. Donc la question est très simple. C'est soit les établissements peuvent enseigner la charia, et dans ce cas-là, il y a toute une partie des choses qui tombent sous le coup de la loi, soit il faut faire un tri, mais qui est habilité à faire ce tri dans un État laïque? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, il y a des contrôles qui sont faits dans des écoles, hors contrat ou sous contrat musulmanes, très rapidement, il va y avoir un parallèle, il va y avoir toute une série de contrôles qui vont avoir lieu dans des écoles d'autres natures religieuses, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de prendre parti ou que, naturellement, on n'est pas islamophobe. Pour terminer, pour le comité de la laïcité en novembre 2020, qui rappelle que 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia est plus importante que la loi de la République. Venir à notre sujet. Alors, Anne Coffigny, on est ravis de vous recevoir ce soir parce que vous dites que tant que l'État n'interdira pas les frères musulmans et ne dissoudra pas les organisations qui en relèvent, l'administration ne pourra pas endiguer l'islamisme scolaire. On vient de voir avec Charlotte Dornelas qu'une école, que des collégiens sont obligés d'aller visiter une église et aussi une mosquée affiliée au ministère des Affaires étrangères turc. Quel est votre regard sur ce fait ? On est aujourd'hui dans une situation où on veut traiter toutes les religions de la même manière, en niant le fait que d'un côté, on a le christianisme qui a une relation tout à fait naturelle, voire connaturelle avec la laïcité, et de l'autre côté, on a un islam qui a une relation éminemment politique. Et donc, comme on ne veut pas voir ça, parce que c'est compliqué à gérer, finalement, on met tout sur le même plat. Et donc, on se retrouve, par exemple, lorsqu'on ferme une école musulmane, vite, aller fermer une école catholique, pour montrer qu'il n'y a pas de poids de mesure et que, naturellement, il ne s'agit pas de faire montre d'islamophobie. Vous êtes en train de nous expliquer que lorsque les écoles qui sont sous contrat avec l'éducation nationale sont fermées, des écoles musulmanes, ça entraîne une réaction en chaîne de fermeture d'écoles catholiques sous contrat. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, il y a des contrôles qui sont faits dans des écoles, hors contrat ou sous contrat musulmanes, très rapidement, il va y avoir un parallèle, il va y avoir toute une série de contrôles qui vont avoir lieu dans des écoles d'autres natures religieuses, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de prendre parti ou que, naturellement, on n'est pas islamophobe. Alors, toute une série de contrôles qui vont avoir lieu dans des écoles d'autres natures religieuses, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de prendre parti ou que, naturellement, on n'est pas islamophobe. Donc ça, c'est une situation, et je me disais, il y a quand même une amélioration depuis quelque temps, puisque on voit le retrait du contrat d'une école musulmane affiliée aux frères musulmans, qui est l'école d'Averroès, à Lille, retrait aussi du contrat d'Al-Kindi à Lyon, pareil, d'une école affiliée aux frères musulmans. On se dit, bon, ça bouge. Effectivement, ça bouge. Il y a vraiment une volonté politique assez nouvelle. On se souvient des propos de Manuel Valls à l'époque, on se souvient des propos assez fermes aussi de Gabriel Attal, et puis tout récemment de Bruno Retailleau. Donc il y a une volonté politique. Mais on voit que ces actes-là, ils restent très fragiles, parce que la base juridique est très fragile. On a la liberté d'opinion, on a la liberté d'expression, on a la liberté religieuse, et donc on ne peut pas interdire en tant que tel l'islamisme, de même qu'on ne peut pas interdire le royalisme ou l'anarchisme ou ce qu'on veut. Alors on prétend lutter contre l'islamisation, on prétend lutter contre l'emprise islamiste, contre le séparatisme, mais on se sent incapable d'interdire l'islamisme. Donc en fait, on est pris dans cette espèce de situation un petit peu absurde, où on lutte contre une chose qu'on ne désigne pas, et on prétend fermer des institutions ou interdire des choses alors qu'on n'a pas interdit la base. Donc on a eu, entre guillemets, de la chance, ou plutôt Gabriel Attal a eu de la chance, par exemple, quand il a fait interdire la baya, le Conseil d'État l'a suivi, mais il aurait pu très bien ne pas le suivre. De la même manière, lorsque le CCIF a été interdit en France en 2020, on aurait pu très bien ne pas être suivi là-dessus, et le Conseil d'État aurait pu très bien sanctionner le gouvernement. Alors j'entends bien ce que vous dites, Anne Coffigny, vous qui êtes experte en éducation depuis 20 ans et que vous connaissez bien le sujet, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas, j'entends bien la fragilité des textes, pourquoi il n'y a pas une fermeté, une autorité politique pour justement aller plus loin, parce qu'on est toujours dans le blabla, on est toujours dans la condamnation, on est toujours dans les demi-mots, évidemment sauf peut-être pour la baya, mais avec une volonté politique claire, les textes suivent. Justement, on est vraiment à la croisée des chemins. Là, il va être déclassifié un rapport très important sur l'entrisme islamiste. C'est peut-être l'occasion d'aller au bout des choses, parce que toute la difficulté avec le frérisme, c'est que ce n'est pas directement violent. Le frérisme, c'est donc une manière
si on reprend un peu une expression de Gilles Kepel, de créer une sorte de djihadisme d'atmosphère. Donc c'est difficile directement d'interdire le frérisme. Et pour autant, si on ne le fait pas, on ne s'en sortira pas. Donc il y a un moment où effectivement il y a une décision politique à prendre. Et voilà, il faut que des hommes politiques osent prendre cette décision. Sinon, on fera un pas en avant, deux pas en arrière. On interdira une école 2 secondes après. Le Conseil d'État ou le tribunal administratif considérera que c'était disproportionné. On dira que, bien sûr, on a trouvé, comme c'est le cas par exemple dans Al-Kindi, d'ouvrages qui font l'apologie du djihad violent, de la charia, avec tout ce que ça peut comprendre, donc le fait de la peine de mort pour apostasie, la peine de mort pour adultère. Vous dites même que dans les écoles de France, on enseigne un peu tous les dispositifs de la charia. Alors en fait, vous avez un rapport que j'ai ici, un rapport du préfet, qui date du 8 novembre 2024. C'est le rapport de Cizine sur la base duquel l'établissement Al-Kindi donc a été privé de ses contrats. Et en fait, il détaille ce qu'il y a dans la bibliothèque et la nature des livres qui sont là. Et ce sont des livres donc qui préconisent dans sa totalité ce que prévoit la charia. Donc évidemment, il y a toute une partie de la charia qui tombe sous le coup de la loi en France. Donc la question est très simple. C'est soit les établissements peuvent enseigner la charia, et dans ce cas-là, il y a toute une partie des choses qui tombent sous le coup de la loi, soit il faut faire un tri, mais qui est habilité à faire ce tri dans un État laïque ? Cette question-là, elle n'est jamais tranchée. Alors, je vous pose une question qui en est vraiment une. C'est pas une question rhétorique où j'aurais déjà ma réponse. Vous plaidez depuis longtemps pour la liberté scolaire, donc maximiser l'autonomie dans la création d'écoles qui relèvent le moins possible de la technocratie scolaire. Tout à fait. Donc, et ça, j'entends. Et de l'autre côté, à quel moment, je comprends cet argument, mais est-ce qu'on ne reste pas avec cela de créer des conditions institutionnelles pour que les islamistes, plus rusés que d'autres, soient capables de s'emparer de la liberté scolaire au maximum pour être capables de s'implanter d'une autre manière dans la société? Alors, vous faites bien de poser cette question. Justement, si on traite la question de l'islamisme en tant que tel, si on arrive à avoir le courage d'interdire les formes d'islamisme en France, alors on délivrera la question de la liberté scolaire de cette épée de Damoclès. Parce que précisément, en ne traitant pas la question au niveau où doit se poser, c'est-à-dire la question de la dimension politique d'une forme d'islam, eh bien, on se retrouve avec cette patate chaude en permanence dans la question de la liberté scolaire. Et dès que vous voulez développer l'autonomie des établissements ou le choix des parents, on vous dit, oulala, vous allez faire le lit de l'islamisme. Et donc, les défenseurs traditionnels de l'école libre, notamment à droite, mais même plus largement, n'osent plus défendre la liberté scolaire parce qu'ils se disent que ça serait complètement, finalement, irresponsable puisque je ferais le jeu de l'islamisme. Donc il faut nous délivrer de ça. Et pour nous délivrer de ce problème qui pèse vraiment sur la liberté scolaire, il faut le traiter au bon niveau, c'est-à-dire au niveau politique. Et je pense qu'on a pour une fois tous les éléments là. Il faut écouter aussi ce que dit Bertrand Chaboulot, le patron du renseignement territorial. C'est une technique par petites touches, et cette technique par petites touches, elle nous mène progressivement à une radicalisation généralisée. Aujourd'hui, il y a 100 000 personnes qui sont quand même dans cette mouvance. Marc Menon et ensuite Charlotte Dornelas. Non, mais ce que vous venez de signifier est très clair. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on met les gens en situation de ne plus être citoyens. Et en particulier de ne plus être citoyenne. Il y a tous ces influenceurs, on en parlait hier, qui sont là, qui disent pas de mixité, la femme doit être inférieure, etc., etc. Et plus elle est respectée, plus elle est inférieure. Et il y en a 70 dans la galaxie frériste, 70 influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais donc, est-ce que demain, on dirait les valeurs de la République, c'est la laïcité, pardon, c'est mon obsession, mais il n'y a pas de signe religieux, il n'y a pas. À partir de là, il n'y a pas des temples, mais c'est partout comme ça, et ça nous débarrasse de cette possibilité d'infiltration et de gangrène des esprits. Ça, je pense que c'est un peu une illusion. C'est-à-dire que vous êtes dans une logique de laïcité maximale, en espérant que comme ça, on serait débarrassé de l'infiltration islamiste. Et moi, je ne pense pas qu'il faille fonctionner comme ça. Il faut plutôt dépouiller l'islam de sa dimension politique et la traiter en tant que telle. Alors évidemment, c'est très compliqué, puisqu'il faut beaucoup de courage. Charlotte Dornelas, dernière question. Oui, sur la question justement des écoles, est-ce que ces dernières années, parce qu'on a vu l'entrisme islamiste, on va dire, notamment dans les débats, on l'a vu sur la question du sport, à l'école avec cette question de l'abaya, est-ce que vous avez vu justement un investissement sur le terrain de la liberté scolaire, ou est-ce que c'est simplement une crainte? Parce que vous disiez il y a quelques années que notamment les terroristes étaient formés la plupart du temps à l'école publique, dans leur parcours scolaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il y a une différence justement de comportement par rapport aux écoles hors contrat Alors, les écoles hors contrat sont vraiment pas le lieu du développement de l'islamisme. D'abord parce que l'État veille à ce qu'il s'en crée quasiment pas. L'école musulmane, c'est très très strict et c'est quasiment impossible. D'ailleurs, on a enregistré aucune création d'école musulmane ces dernières années. Donc ça, c'est la réalité.
Et ensuite, donc aujourd'hui, il y a 71 écoles musulmanes en tout, donc 6 qui sont sous contrat. Et celles qui sont sous contrat scolarisent 1885 élèves. Et une fois qu'on a sorti Al-Kindi et Averroès, il reste rien. Donc ce sont des tout petits nombres. Et globalement, je ne pense pas que ce danger doive être surestimé. Et je pense que votre contrôle pour les chiffres, 80% des écoles privées sont catholiques, oui. Ça représente à peu près 2 millions d'élèves. Les musulmans représentent à peu près 13 000 élèves, les protestants 3 000 élèves, à peu près dans ces proportions-là. Hein. C'est ça, 11 000 élèves chez les musulmans, oui, à peu près. Très bien. Et puis juste pour terminer, pour le comité de la laïcité en novembre 2020, qui rappelle que 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia est plus importante que la loi de la République. Marc Menon le rappelle régulièrement. Merci infiniment pour votre présence et puis votre coup de poing sur la table sur les écoles qui sont en prise aux mains des frères musulmans. Ne bougez pas, on va rester là pour terminer.